Bon vendredi tout le monde, moi c'est Éric Fournier, directeur département grains et commodités chez Bernard Breton Incorporé et c'est votre topo des marchés en ce vendredi 16 septembre. Cette semaine, ce qui a surtout retenu l'attention, évidemment, on a commencé la semaine avec la publication du bilan mensuel d'offres et de demande de l'USDA. Plusieurs surprises dans ce rapport-là, hein. Ils nous ont sorti un lapin de leur chapeau, encore une fois, l'USDA. On va regarder ça de plus près. On peut commencer avec le maïs. Dans le maïs, à l'habitude, l'USDA fait un sondage pour réviser les ancrages, en fait, seulement au mois d'octobre. Et cette année, on devancé ça d'un mois, donc on a eu des corrections au niveau des ancrages dans le soya et dans le maïs en septembre. En plus de ça, on a eu des révisions au niveau des rendements, donc vous comprenez assez rapidement que les chiffres ont été plus... les écarts attendus ont été dépassés là, dans les deux cas. Au niveau du maïs, on parle d'un recul de presque 1 million d'acres de moins récoltés. C'est quand même pas non négligeable compte tenu que les stocks étaient déjà prévus quand même assez serrés. À ça s'ajoute une baisse de rendement. Hein. On parle d'une baisse de rendement de 3 boisseaux alors qu'on passe de 175,4 à 172,5. On jume ça avec une baisse d'ancrage, de 1 million d'acres, ce qui fait en sorte que la production prévue passe de 14,3 milliards de boisseaux à seulement 13,9. Pour le reste, on a diminué, évidemment, on prévoit une augmentation des prix. Hein. Les prix payés à la ferme sont prévus, ils sont passés de 6,65 à 6,75. Je veux dire, c'est pas une grosse augmentation, mais quand même, c'est une augmentation des prix. Si on compare ça aux prix qu'on avait l'an dernier, les prix de cette année, en fait, là, qui sont pas nécessairement tout à fait les chiffres finaux, là, mais on est à 5,95, donc on était sur la barre des 6$. Donc, l'USDA s'attend à du maïs payé plus cher à la ferme pour la prochaine saison. Au niveau d'utilisation, on parle de hausse de prix, c'est sûr qu'on a réduit l'utilisation, hein, tant du côté de l'éthanol que des exportations. Hein. On parle ici de 200 millions de boisseaux de moins là, en jumelant les deux. Donc, ce qui fait en sorte que nos inventaires de fin deviennent assez serrés. Il faut reculer en 2020-2021 pour avoir des stocks aussi serrés. On parle de 1,2 milliard, un petit peu plus que 1,2 milliard de boisseaux. Donc, quel sera le chiffre final? On ne le saura pas tout de suite tant que ce ne sera pas récolté, mais présentement, on s'attendait à ça, une baisse de rendement, en fait, là, dans le maïs, parce que le Crop Tour avait indiqué des rendements autour de 168-169 boisseaux à l'acre. Il aurait été surprenant que l'USDA descende aussi bas, mais qu'elle baisse de 3 tout d'un coup, ça veut dire qu'elle aborde à peu près dans le même sens que le Crop Tour. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres révisions? On verra, d'autres révisions à la baisse, là, mais on a donné un grand coup, disons ça comme ça. Donc, évidemment, sur cette nouvelle-là, vous voyez le graphique ici, hein, le prix du maïs s'est emballé. Il était déjà sur une tendance à la hausse, excusez, vous allez me dire, mais c'est revenu donner un petit coup de hausse pour ça. Maintenant, au niveau mondial, il n'y a pas eu tellement de gros changements. Je vais regarder les chiffres avec vous, là. Au niveau mondial, les stocks mondiaux prévus là, pour la prochaine année passent de 306,6 à 304,5, donc essentiellement 2 millions de tonnes en moins. Ces 2 millions de tonnes-là en moins sont en partie dues à la baisse prévue de production américaine et aussi l'Union européenne qui a vu sa prévision baisser. Au niveau de la production chinoise, si on parlait de sécheresse en Chine, temps extrêmement sec, l'USDA nous dit ce sera peut-être pas si pire que ça parce qu'on avait une prévision de production de 271 et elle passe à 274 millions de tonnes, donc 3 millions de tonnes de plus que dans la prévision du mois d'août. Donc c'est un peu contradictoire avec ce qu'on entend là, sur le marché, mais bon. Pour l'Ukraine, hein, ça demeure quand même un sujet chaud. Là aussi, on a augmenté la production pour l'Ukraine. Hein, on passerait de 30 à 31,5 millions de tonnes. Et les exportations ont été relevées, encore une fois, de 500 000 tonnes. Donc, on passerait à 13 millions. Ça passerait de 12,5 à 13 millions. Donc, au net, on a un recul des stocks mondiaux de 2 millions de tonnes. Maintenant, si on termine avec le maïs, vous voyez qu'on termine la semaine en hausse de 1,5%. Ici, le graphique, je ne l'ai pas spécifié tout à l'heure, mais c'est le graphique du mois de décembre, donc le contrat de récolte. Et si on va voir nos indicateurs techniques ici, comme on fait à chaque semaine,
Vous voyez qu'on est encore en mode assez achat. Donc le momentum est encore positif, là, tant sur le plan technique que fondamental, disons ça comme ça, là, pour le maïs. Donc maintenant, on va aller du côté du soya. Soya, ben là aussi, hein, je vous ai dit tantôt d'entrée de jeu qu'il y avait eu des révisions au niveau des ancrages et des rendements. C'est là où ça a été le plus surprenant. Hein. Commençons par les ancrages. On est passé de 87,2 millions d'acres récoltés à 86,6, donc un 600 000 acres en moins. Mais là où c'est plus surprenant, c'est au niveau des rendements. Le crop tour, à l'inverse du maïs, nous avait envoyé un chiffre qui était plus élevé que la prévision de l'USDA. Donc, l'USDA semble contester un peu ce chiffre-là en faisant une réduction quand même assez importante. Hein. On parle ici on passe de 51,9 boisseaux à l'heure à 50,5. Donc, ça a un impact, vous avez compris assez rapidement, sur la production totale, hein, qui passe de 4,5 à 4,3 milliards de boisseaux. Encore une fois, on corrige un peu le manque à gagner en se disant avec une production plus petite, des prix plus élevés, donc une demande à la baisse. Donc on réduit l'utilisation, le crushing, et également les exportations, qui seraient à peine au-dessus de 2 milliards de boisseaux. Et les ending stocks, hein, les stocks de fin, cette fois-ci, seraient à 200 millions de boisseaux, contre 245 dans sa précédente estimation, puis 240 l'an dernier et 257. Donc, c'est des stocks qui étaient déjà serrés, mais qui deviennent extrêmement serrés encore plus. Et curieusement, au niveau des prix payés à la ferme, contrairement au maïs, ici, on resterait avec, c'est la même prévision qu'en août, à 14,35 du boisseau, le prix payé à la ferme aux États-Unis, versus 14,30. Donc c'est quand même une augmentation d'$1 du boisseau pour le prix payé à la ferme qui est prévu par l'USDA. Maintenant ici, j'ai besoin de mes notes parce que j'ai pas appris ça par cœur. Maintenant, les changements au niveau mondial, encore une fois, hein, les stocks passeraient de 101,4 millions de tonnes à 98,9. Encore là, un recul des stocks. Une partie de cette explication provient évidemment de la baisse de la production américaine. Et on a aussi les stocks en Chine qui diminueraient parce que cette fois-ci, c'est juste une question de mathématiques parce que ce qu'on voit, c'est une baisse des importations. Les Chinois importeraient 1 million de tonnes en moins. Donc, ça vient un peu corroborer la baisse des exportations américaines parce qu'on sait que la Chine demeure le marché principal pour le soya américain. Maintenant, si on regarde du côté du graphique, bien évidemment, vous voyez que ici, on a le contrat de récolte aussi. Là, c'est le contrat de novembre 2022. Vous voyez que la sortie du rapport, les prix ont fait quand même un bond très important. Par contre, on termine la semaine sur une note un peu plus mitigée, mais c'est un gain de 4% au cours de la dernière semaine pour le soya de novembre. Et si on va voir nos indicateurs techniques, j'y arrive. Encore une fois, on est tous, même les oscillateurs, c'est tout en mode achat. Donc, tant sur le fondamental que sur le technique, le momentum est très, très, très positif. Je vous dirais même un peu plus positif dans le soya que dans le maïs. Maintenant, là où ça va se jouer, ben, vous avez compris que c'est en Amérique du Sud. Hein, les chiffres sont extrêmement importants, les prévisions, disons ça comme ça. Hein. Pour le Brésil, on prévoit une récolte de 149 millions de tonnes. À pareille date l'an dernier, on prévoyait environ 144-145, là, si ma mémoire ne joue pas trop de tours. Le chiffre final est à 126, donc s'il fallait que le même scénario se répète cette année, on pourrait voir les prix repartir à la hausse assez rapidement. La saison des semis en Amérique du Sud va débuter bientôt. Et donc, vous avez compris qu'on recommence, on vient de pratiquement terminer le marché de météo américain parce que la production est très très avancée, mais c'est le marché de météo d'Amérique du Sud qui va faire son entrée. Donc, il risque d'y avoir encore beaucoup de volatilité avec des stocks aussi serrés du côté des États-Unis. Donc, les yeux se tournent vraiment sur la production sud-américaine dans le cas du soya pour compenser le manque à gagner du côté des États-Unis. Maintenant, nous allons restons dans le soya, hein, le tourteau de soya. Même principe, hein. Vous voyez que la tendance des derniers, je vous dirais, depuis le mois de juillet, là, la tendance à la hausse qui s'est installée est encore bien installée. Vous voyez, avec des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus hauts. Donc, il y a quand même une tendance à la hausse claire au niveau du tourteau de soya qui reste bien en place. Avec la matière première, en fait, avec la bine de soya qui risque d'augmenter encore, donc le marché reste très prudent et
suit la tendance du soya. Vous voyez ici les indicateurs. Au niveau des oscillateurs, c'est un peu plus mitigé, mais par contre, vous voyez que le momentum est encore très très positif au niveau du tourteau de soya. Maintenant, du côté du blé, si on va voir le bilan américain du côté du blé, ce ne sera pas très compliqué parce que c'était un copie-coller sur celui du mois d'août, donc aucun changement, parce qu'évidemment la récolte est déjà bien avancée, pour pas dire terminée, donc on a des chiffres assez précis là, à ce chapitre-là. On parle plus tellement de prévisions, mais vraiment de chiffres quasi finaux là-dedans. Donc, pour ça qu'il n'y a eu aucun changement, ni du côté de l'offre, ni du côté de la demande. C'est sûr qu'il y aurait pu y avoir des révisions du côté de la demande, mais ça n'a pas été le cas. Seule petite révision, c'est au niveau des prix payés à la ferme. On prévoyait un prix de 9,25 du boisseau en août, et le prix est descendu à 9 $ US du boisseau pour le prix moyen à la ferme versus un 7,63 pour la précédente campagne. Donc quand même une augmentation assez appréciable du prix qui est prévu présentement, mais vous voyez que cette estimation-là est revue à la baisse, donc on verra ce que ça donne dans les prochains mois, mais présentement, c'est ce que ça nous donne. Côté mondial, dans le blé, je pense qu'il faut regarder, en tout cas, ce qui attirait mon attention, c'est les principaux producteurs qui sont en conflit présentement, la Russie et l'Ukraine, comment l'USDA jauge tout ça. Au niveau de la Russie, bien évidemment, ça va être une récolte record. Avec 91 millions de tonnes, on a augmenté de 3 millions la précédente prévision, donc les Russes, ils vont avoir beaucoup de blé à vendre. La seule question qu'on peut se poser, c'est à qui ils vont le vendre, ce blé-là. Donc, avec toutes les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie, on verra ce que ça donne, mais beaucoup de blé de disponible présentement en Russie, donc j'imagine que ça va venir jouer un peu sur le prix du blé russe. Ils vont sûrement avoir une forte pression à la baisse s'ils sont pas capables d'exporter ces surplus-là. Et tout comme dans le maïs, au niveau de l'Ukraine, l'USDA a revu sa prévision à la hausse de 1 million de tonnes, donc il sera de 19,5 à 20,5 millions de tonnes. Pour relativiser tout ça, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, la production de l'Ukraine en raison de facteurs météo était de 25,4 millions de tonnes. Donc, on a déjà vécu des périodes de production plus minces, plus petites, un peu comme au Canada. L'an dernier, une importante baisse de production. On est passé de au-dessus de 30 millions de tonnes à 21-22 millions de tonnes pour le Canada. Donc, tout ça pour dire que tout ça se rebalance parce que les prévisions pour le Canada sont excellentes. Donc, ça vient compenser, c'est pas la première fois que je le dis, mais ça compense une partie pour l'Ukraine. Donc, au niveau du bilan mondial, vous voyez que c'est une augmentation. On a des stocks mondiaux qui sont prévus à 268,5 millions de tonnes versus un 275. Donc, c'est pas nécessairement la catastrophe à ce chapitre. Au niveau graphique, le blé a eu quelques difficultés dans les dernières semaines. On voit qu'on était parti plus sur un marché de côté, même quasi une tendance à la baisse qui s'était installée, mais on voit que là, présentement, ça a envie tranquillement, pas vite, de repartir. Évidemment, quand on touche la période de juillet-août, c'est la récolte, donc certaine abondance sur les marchés, là, qui a créé le creux qu'on voit là, présentement sur le graphique. Mais il y a une certaine tendance à la hausse là, depuis la mi-août qui semble s'être installée dans ce marché. Mais on termine la semaine quand même avec un gain très intéressant de 3,5%. Sur le plan technique pour le blé, allons voir ce que ça nous donne ici. Vous voyez que les indicateurs sont tous en mode achat. Donc le momentum reste très positif sur le plan technique. Sur le plan fondamental, peut-être un peu moins, peut-être plus au neutre sur le plan fondamental, mais vraiment sur la technique, le momentum est positif. Donc, des hausses importantes de prix à prévoir dans le blé, peut-être, mais avec le contexte actuel, il va falloir qu'il y ait d'autres nouvelles présentement qui viennent plomber tout ça. La dernière nouvelle, le risque qu'on a présentement, c'est M. Poutine qui est en train de contester l'entente qu'il y avait eu pour laisser le grain ukrainien sortir. Évidemment, il joue excusez l'anglicisme, là, mais il joue sa game, là, parce qu'avec ce que je viens de vous dire, avec une récolte record que lui, il faut qu'il déplace, il aimerait peut-être voir plus de blé russe bouger que du blé ukrainien, donc en tout cas, ça reste à regarder du coin de l'œil, mais c'est sûr que s'il devait arrêter les exportations ukrainiennes, là, à ce moment-là, ça pourrait causer peut-être plus de perturbations sur les marchés et relancer la valeur du marché sur une tendance vraiment plus clairement à la hausse. Maintenant, du
côté du port, on va aller voir le petit graphique ici. Côté du port, pas de grand changement, là. Je vous parle du bilan, là, parce que oui, il y a le bilan dans les grains, mais on fait la même chose au niveau de la viande, là. Je m'attarde plus au niveau du port. On a révisé légèrement à la hausse, 55 millions de livres, c'est pas des grosses quantités, là, la production prévue pour cette année, alors que la production prévue pour 2023 est restée inchangée à 27,5. Donc, ce serait une légère augmentation de production en 2023 versus 2022. Pour les autres valeurs, ça demeure quasi inchangé, sauf la prévision de prix pour cette année. On avait une prévision de prix en août de 73,8. Elle est rendue maintenant à 71,3. Donc, baisse de prix que l'USDA a prévu. Puis c'est pas la première, là, il y avait des ambitions très fortes là, en termes de prix. Puis ce qu'on prévoit pour l'an prochain, vous voyez 71,3 sous la livre pour cette année et 70. Donc des prix quand même assez semblables en ce qui concerne le prix du porc aux États-Unis. Et au niveau des exportations, les exportations de cette année, bien évidemment, les chiffres des derniers... J'ai envie de dire des derniers mois en termes de vente et d'exportation ont été très, très tranquilles là, comparativement aux autres années où on est habitué à des volumes beaucoup plus importants. Donc on a révisé à la baisse ce chiffre-là. Pour le reste, ça reste assez semblable. Maintenant, si on va voir ici notre beau graphique, vous voyez que le marché rebondit, même si le prix au comptant continue à reculer légèrement, mais la baisse est beaucoup plus tranquille, disons ça comme ça. Là. La pente est beaucoup moins à pic qu'elle l'était dans les dernières semaines. Donc, le marché à terme, évidemment, vu l'approche de l'échéance, qui est à la mi-octobre, ben, va aller se coller sur la valeur du prix au comptant, qui est autour de 97. Vous voyez ici la valeur du contrat 96. Donc, les deux, pour ce qui concerne le contrat d'octobre, ben, les deux vont probablement se suivre de très près d'ici l'échéance de ce contrat. Maintenant, je voulais attirer votre attention ici au niveau des... ici, c'est notre contrat de juin que j'ai ramené en dollars canadiens. On va y revenir plus loin, le dollar canadien, mais si vous suivez l'actualité un peu, le dollar canadien a subi une forte chute de sa valeur depuis les 2 dernières semaines et ça se continue encore aujourd'hui. Évidemment, ben, ça stimule les prix du porc, parce que notre référence est américaine, donc quand on fait toutes les conversions, on ramener ça en dollars canadiens, mais à chaque fois que le dollar canadien perd de valeur, ça améliore le prix du porc. Donc, vous voyez, on est rendu à 283, quasiment 284 $ du 100 kg pour le contrat de juin 2023. Je vous ai sorti un petit tableau ici qui présente un peu le modèle ASRA pour les 12 prochains mois. C'est pas nécessairement 2023, mais on part d'octobre à 2022 à septembre 2023. Et vous voyez que la marge présentement, avec la hausse qu'on vient de connaître du prix du porc, même si le prix des grains a augmenté, on a une marge qui est présentement à peu près au neutre, ça veut dire à 0. Donc, si le prix du porc devait continuer à monter, ou que le prix des grains finalement recule, ou une combinaison des deux, qui serait une combinaison gagnante, disons ça comme ça, ben la marge redevient positive sur une période de 12 mois. Donc, pour ceux qui protègent les prix, ben c'est à surveiller de très très près. C'est pour ça que j'ai sorti le tableau, là, pour montrer où est-ce qu'on en était rendu, parce que dans les dernières semaines, c'était du rouge à ce chapitre-là. Donc, ça terminerait pour le porc. Maintenant, pour revenir au dollar canadien, c'est ce que je venais de discuter. Vous voyez ici le dollar canadien, forte chute là, au cours des 2 dernières semaines. Vous voyez la fin du graphique, une forte baisse. Vous voyez, cette semaine, on a perdu 1,5% encore une fois. On s'approche des creux, et le graphique ici, c'est 1 an, donc vous voyez que pour la dernière année, ben, on est plus bas que les creux des 12 derniers mois. Qu'est-ce qui explique cette chute aussi rapide du dollar canadien? Bien évidemment, les marchés boursiers qui souffrent de l'inflation et des hausses de taux d'intérêt qui risquent d'être assez agressives si on se fie aux derniers commentaires de la Fed américaine. Donc, si la Fed y va de fortes hausses pour terminer l'année, donc ça vient pénaliser les marchés boursiers. Je vous dirais que le marché boursier déteste les hausses de taux d'intérêt. Donc, à chaque fois que il y a des rumeurs de taux d'intérêt ou de fortes hausses de taux présentement pour contrôler l'inflation, parce que l'inflation est sortie encore extrêmement élevée
pour le mois d'août. On s'attendait à un chiffre un peu moins haut, même c'est un rebond là, de l'inflation versus le chiffre de juillet, donc c'est ce qui vient mettre un gros doute dans la tête du marché, et puis qui vient confirmer que la Fed risque d'augmenter encore agressivement ses taux. Et c'est pas la première fois que je vous présente ce petit graphique, mais j'ai fait un petit comparatif. Si vous vous demandez pourquoi le dollar recule certaines journées, ben vous voyez ici, hein, la ligne bleue, c'est le SP, c'est voyons, le SP500, excusez-moi, je vais le dire. C'est le SP500, l'indice américain. Vous voyez la ligne en orange, c'est notre dollar canadien, donc vous voyez que c'est quand même très fortement corrélé. Puis même, je vous dirais que la baisse, par contre, est encore plus prononcée en ce qui concerne le dollar canadien que le marché boursier au cours des dernières semaines. Mais vous comprendrez qu'on est très lié à ce qui se passe sur le marché boursier en ce qui concerne la devise, et la raison, je l'explique à chaque fois, mais quand les gens se retirent du marché boursier, ben, il y a une demande pour le dollar américain qui se crée automatiquement. Donc, ça fait augmenter le dollar américain et ça plombe les autres devises. Et évidemment, ben, dans un contexte d'incertitude comme celui-là, ben, le dollar américain demeure la valeur refuge toujours. Donc, ça vient stimuler la valeur du dollar américain et plomber le dollar canadien. Donc, évidemment, pour les prix du porc, un dollar canadien aussi faible, ça améliore les prix. C'est une bonne nouvelle. Par contre, ben, pour acheter des grains, c'en est une moins bonne. Pour ceux qui vendent les grains, ben, c'en est une bonne pour les mêmes raisons que pour le porc, parce que nos références sont toujours américaines dans la vente du grain, la base du prix, en fait. Là. Ben, pas la base, mais le restant. On a une base plus Chicago, disons ça comme ça. La partie Chicago, ben, fortement est en dollars américains, ben, libellé en dollars américains. Donc, quand on fait des calculs de conversion pour avoir un prix ici au Québec, ben, évidemment, plus le taux de change baisse, plus ça améliore le prix de vos grains. Donc, ça terminerait pour cette semaine. J'espère encore une fois que ça vous a plu. On parlait de grains, évidemment. Je suis directeur du département des grains chez Bernard Breton. Donc, si vous avez du maïs à vendre, du blé ou d'autres sortes de grains, n'hésitez pas à me contacter. On est des acheteurs à l'année de vos grains. On a des fermes alimentaires, on a une meunerie à faire tourner. On a une clientèle aussi dans les grains. Donc, ça va nous faire plaisir de jaser avec vous. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, hein, toujours le même principe. Vous pouvez m'écrire au efournier@bernardbreton.com ou me téléphoner au 418-475-6641, poste 147. Sur ce, ben, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci, bonjour.